réalité qui nous laisse sans voix, c'est une réalité qui nous coupe la parole, on ne trouve plus les mots. Marchand à pas sûr. Personnellement, j'apprécie beaucoup les textes qui accompagnent. Donc, il s'agit je pense, de poèmes, c'est ça, donc qui vont avec la production picturale, c'est ça? Oui, absolument. Bah, Alors, oui. Moi, je peux vous poser la question suivante. Donc, quelles ont été les motivations à l'origine de cette exposition? Très bien. Alors, pour commencer, l'explication des motivations de cette expérience picturale qui est très modeste et qui est à ses débuts, bien sûr, et toutes les remarques sont les bienvenues. Comme j'ai précisé au début de cette rencontre, je viens de littérature française puis comparée. Je ne prétends pas être autre chose qu'amatrice de tout ce que je fais dans ma vie. Comme avait dit Chaplin, on ne vit pas assez longtemps pour devenir autre chose qu'amateur. Mais concernant les motivations, d'abord la pandémie. Hein, c'est une réalité nouvelle, c'est une réalité qui nous laisse sans voix, c'est une réalité qui nous coupe la parole. On ne trouve plus les mots pour exprimer ce qu'on vit. Donc, il y a une part de trauma là-dedans, n'est-ce pas? Donc, on parle ici de création traumatique. Donc, face à ce trauma-là, le besoin que j'ai ressenti, c'est un besoin de création en passant par un autre médium que les mots. Moi, je suis très à l'aise avec les mots habituellement, dans 4 langues, mais là, pour une fois, je ne faisais plus confiance aux mots. Et en fait, ça fait partie un peu de mon parcours de jeune chercheuse, parce que en littérature française, j'avais travaillé sur l'œuvre de Louis-René Desforêts, et je remercie Madame Abdelkefi qui a supervisé cette thèse. Donc, dans mon travail... Salue, hein. On la salue, bien sûr, oui. Je pense qu'elle est en train de nous regarder. Voilà. Donc, dans cette thèse-là, sur l'œuvre de Louis-René Desforêts, j'ai beaucoup travaillé sur la question du silence. Et j'ai aussi travaillé sur la question de l'intermédiarité. Mais j'avais, comme un après-coup, après avoir soutenu ma thèse, je me disais, mais pourquoi je fais une thèse sur le langage? Pourquoi je me permets de travailler pendant des années sur le langage alors que le monde a besoin d'une action autre que les paroles? Et là, je pense à Beckett, hein, par exemple, acte sans parole. Donc, pourquoi ce besoin-là de creuser un champ qui est linguistique alors que notre réalité quotidienne ne demande qu'à agir, ne demande qu'à sortir vers la recherche-création. En fait. Et là est née l'idée de ma deuxième thèse. Ma deuxième thèse, c'est vraiment très, très pratique, c'est sur la biopolitique, c'est très, très politique et c'est sur l'action que le monde éducatif exerce sur la vie. Donc là, je commence à penser vraiment des situations concrètes, des groupes de création, des prises de parole d'élèves, des constitutions de groupes, le corps dans l'espace scolaire, la répartition des salles de classe, comment le cinéma donne à voir tout ça et comment tout ça influence notre imaginaire, comment on va à l'école en fait. C'est quoi le chemin vers l'école? De ce chemin-là de façon symbolique et de façon réelle aussi, parce qu'il y a des gens qui parcourent des kilomètres chaque jour pour aller à l'école. Hein. Il n'y a pas que les gens qui se réveillent le matin, qui ouvrent l'ordinateur pour assister à une séance. Tout ça pour vous dire que je me suis éloignée du langage et de mon Desforêts, mais finalement, je me suis rapprochée de lui. Pourquoi? Parce que Desforêts, il a eu une dizaine d'années de silence. Du jour au lendemain, Desforêts avait décidé de cesser d'écrire suite à un trauma, et ce trauma-là a été la perte de sa fille, suite à une noyade. Donc il s'est dit, je vais cesser d'écrire et je vais explorer d'autres médiums, et il a produit des encres d'Echille.
Et je suis la seule à avoir travaillé et à avoir commenté ces encres de Chine-là en rapport avec son écriture. Et le travail a été publié dans une revue catalane. Et je remercie beaucoup l'équipe de cette revue-là. Bon, en tout cas, c'est pour vous dire, je me suis intéressée à son silence, mais je l'ai oublié. Et aujourd'hui, j'ai fait comme lui, sans le savoir. C'est quelque chose qui est peut-être un retour du refoulé, qui est peut-être de l'ordre du surmoi, mais je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose sans la prétention de la perfection et sans vouloir vraiment me faire passer pour quelqu'un dans ce domaine-là, créer pour le plaisir de créer et d'extérioriser quelque chose qui ne passe pas par les mots. Mais le problème, c'est qu'il fallait après avoir les mots pour dire ce que j'ai créé. Et là, en fouillant dans mes mots, en fouillant dans mes archives, je retrouve des poèmes entiers qui parlent de mes tableaux. En fait, j'ai peint j'ai peint les tableaux, voilà, lapsus révélateur, j'ai peint les poèmes. j'ai dessiné les poèmes et j'ai écrit les tableaux sans m'en rendre compte. Voilà. Donc, et parmi, juste, si tu permets, Wissam, je vais montrer un tableau qui n'est pas de moi. C'est un petit peintre qui s'appelle Yacine et qui a 9 ans et qui a vendu ce tableau-là dans la foire de Sfax. Et ce petit garçon, c'est un petit garçon autiste en fait, et il s'est exprimé ainsi. Et je trouve que c'est parfait. Et Yacine fait partie, il fait partie des motivations de mon œuvre picturale, parce que Yacine, il me fait penser qu'il y a une thérapie par l'art, il me fait penser qu'il y a une démocratisation de la création, et malgré les maladresses qu'on trouve dans ce tableau, il est magnifique, et il communique beaucoup de choses et il dit beaucoup sur Yacine. Très bien. Alors, si tu veux, Hanen, donc c'est clair, mais j'aimerais vous demander, Hanen Alouche, en tant qu'écrivaine ou romancière, dans quelle mesure ce statut de créateur s'accompagne? Bon, si tu veux, donc ce parcours donc, intéressant, extraordinaire, riche aussi, me rappelle personnellement à s'arrêter à l'expérience d'Emma Becker. J'imagine que vous la connaissez, c'est une romancière française, elle est jeune. Donc, elle est née en 1988 en Île-de-France. Donc, elle est l'auteur de 3 livres, à mi-chemin entre l'autofiction, le roman et l'autobiographie. Donc, si vous voulez, c'est dans votre champ. Donc, c'est en 2013 qu'elle décide de partir à l'étranger. Okay. Pour Berlin, après une rupture amoureuse. Alors, 3 ans plus tard, elle a un enfant. Mais ce qui est extraordinaire dans sa création, dans sa production, si vous voulez, donc c'est qu'en 2019 paraît son roman qui s'intitule La Maison. Alors, dans lequel elle évoque son expérience de la prostitution. Et puis, ce roman reçoit le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Donc, là, en l'occurrence, Emma Becker a raconté son séjour dans une maison close à Berlin, qui a duré presque 2 ans. Donc, ce statut d'artiste, là, en l'occurrence, est d'une romancière. Il s'accompagne aujourd'hui de cette tentative de récit personnel, d'autofiction, si tu veux. Donc, ça vaut pour Emma Becker, pour d'autres aussi, et pour vous. Donc, ma question est simple. Votre point de vue en ça? Alors, vous venez de la littérature, donc d'un champ un peu différent, mais on est dans la création aussi, mais qui n'est pas le cas, donc, par rapport au pictural, par rapport à la création artistique, voilà. Donc, c'est votre point de vue en ça. Alors, moi,
je suis pas très fan de Pierre Bayard quand il dit l'art de parler des livres qu'on n'a pas lus. Donc moi, je maîtrise pas cet art-là de parler des livres que je n'ai pas lus. Je pourrais le maîtriser, mais je ne le maîtrise pas. Là, je peux donner mes impressions sur une expérience parce que je n'ai pas lu l'œuvre de cette. Ce qui compte pour moi, c'est ce moment de poésie, de création, de ce séjour, de ce choc, si vous voulez. Donc, alors, on peut pas savoir ce qui est de l'ordre de la vérité et ce qui est de l'ordre de la fiction. Et c'est même une grosse maladresse que de vouloir distinguer l'un de l'autre, parce que c'est l'ensemble qui forme le récit. Et c'est l'ensemble qui forme l'œuvre. Puis, il y a aussi le personnage de la créatrice et la personne. Donc, il y a persona, l'étymologie latine de personnage, qui signifie masque. Et donc, peut-être que dans le personnage, il faut chercher le masque, et peut-être que derrière le masque, il y aurait un personnage, donc un autre masque. On ne peut pas savoir. Alors, sinon, comment pouvez-vous définir ce moment poétique d'une nouvelle pratique picturale que vous y proposez? Pour moi, hein, comment je peux le définir? Ah, oui. Oui. Bon, moi, généralement, je ne suis pas quelqu'un qui tente de définir. Je laisse les choses se définir par elles-mêmes. Pourquoi? Parce que toute tentative de définition est, selon moi, une tentative d'étiquetage et que ça pourrait être parachuté même de ma part. Donc, je préfère ne pas aller vers une esthétique de l'auteur, de la figure de l'auteur, ou je pourrais dire aussi le créateur. Hein. Donc, il y a ici toute une pensée, toute une école barthésienne sur la mort de l'auteur. Et moi, je suis pour cette mort-là de l'auteur, et même si on tente de le ressusciter souvent, moi, je suis pour son décès définitif et pour la vie de l'œuvre. Et je pense que c'est justement aux lecteurs et aux spectateurs de donner le sens qu'ils veulent à la création. C'est en lisant qu'on crée l'œuvre, c'est en observant, c'est dans le regard de celui qui voit que l'œuvre existe. C'est pas dans le regard de celui qui l'a créée, parce que celui qui l'a créée, du moment où il a fini de la créer, elle ne lui appartient plus. Elle appartient à celui qui voit. C'est sûr que tout ce qui est de l'ordre du biographique pourrait éclairer beaucoup de dimensions de l'expérience artistique de n'importe quel créateur dans n'importe quel domaine, mais il ne faut pas se limiter à ça. Et il ne faut pas prétendre connaître les gens non plus, parce que le biographique, même la personne qui le raconte dans un livre, elle s'ignore elle-même. Parce que dans l'écriture, elle se redécouvre. Et par l'autofiction, il y a une sorte de vécu revisité. Et du moment où ce vécu-là est revisité, il existe sous une nouvelle forme. Donc, ce n'est plus la personne, ça devient le personnage. Et du moment où ça devient le personnage, il faut laisser de côté cette confrontation entre les faits historiques et l'existence du personnage dans le livre. Il faut aller vers, comme tu dis, et ce que tu aimes si bien, la poétique. Bien. Alors, revenons à l'exposition. Donc, l'exposition portuaire pour notre cher public, nos amis, pour nos collègues aussi. Si vous voulez, donc, vous avez défini pour cette exposition virtuelle une règle du jeu. Alors, de Sfax à Montréal, genèse et immigration d'une œuvre. Bien. Alors, moi, je me demande si l'espace pictural est-il un refuge comme les autres? Une exposition d'art est-elle un centre de recherche? Voilà, de petites questions qui vont donc
vers ce choix, vers ce parcours, si vous voulez. Donc, on s'installe donc autour de cette exposition. Donc, l'espace pictural est-il un refuge comme les autres? Alors, moi, est-ce que c'est un refuge pour moi, hein? Ça pourrait être un refuge pour quelqu'un qui crée, mais pour moi, ça pourrait l'être aussi, mais partiellement, pas totalement. Parce que je pense que ce que j'ai cherché dans cette brève et fructueuse expérience picturale, c'est la brutalité des émotions. C'est plutôt l'extériorisation de quelque chose. Je n'ai pas eu le souci de la monstration. Je n'ai pas voulu montrer cela. Et tu as insisté, Wissam, à part dans ma page Instagram où j'ai été captée par une salle d'exposition à Montréal, et à part toi qui as insisté pour déplacer les tableaux vers ton atelier, je n'ai pas eu cette intention-là de montrer. C'est vrai qu'à un certain moment, partager, ça pourrait beaucoup apporter et ça pourrait doubler le bonheur ou peut-être la douleur aussi de créer. Mais est-ce que je me suis cachée dans mes tableaux? Je dirais que je me suis réfugiée dans mes tableaux, mais en même temps, je me suis révélée. J'ai été dans deux attitudes, dans une sorte de dialectique avec la création. Hein. Je donnais du mieux que je pouvais. Je voulais voir quelque chose qui était de moi, mais qui n'était pas moi et qui était en train de naître et que j'observais. C'est une naissance d'œuvre, il faut le dire. Mais en même temps, c'est vrai que les moments que je passais devant la toile, ce sont des moments où je me cachais peut-être de la pandémie, où je me cachais d'autres choses, des tracas de la vie. Donc oui, un refuge, oui, mais au Québec, on dit lâcher s'en fout. Moi, j'ai lâché mon fou. lâcher son fou, ça veut dire quoi? Ça veut dire se donner à fond. Hein? Bien. Mais si tu veux, Hanan, pourquoi as-tu préféré peindre plutôt que sculpter? Ou de réaliser un film, par exemple, ou de travailler des vidéos? Pourquoi ce choix de traiter l'espace pictural? La sculpture, la sculpture, j'ai déjà réalisé un court-métrage dans le cadre d'un séminaire sur les récits du soin mobile à l'Université de Montréal sous la direction de mon directeur de thèse de littérature comparée, le professeur Simon Harel, que je salue. Mais oui, ça m'intéresse beaucoup le cinéma, mais peut-être le contexte. Hein, on va dire que le contexte a décidé contexte a décidé en partie du choix de ce mode d'expression alternatif, parce qu'on pourrait l'appeler alternatif, parce qu'il s'est substitué au mot. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Donc, je vais normalement, je suis en train de finir un roman, je suis en train de boucler de recueils de poésie, de traduire un autre roman de l'arabe vers le français. Donc, je suis quelqu'un qui écrit énormément. J'ai publié des dizaines d'articles partout dans le monde. J'aime écrire, je ressens ce besoin-là d'écriture, je l'ai toujours ressenti, mais pendant la pandémie, la réaction que j'ai eue, c'est d'arrêter d'écrire et de peindre. Pourquoi peindre? Pourquoi ne pas sculpter? Au début, j'ai fait un petit tableau que je n'ai pas exposé ici. Je ne sais pas si j'ai la photo quelque part, mais c'était un hommage à Modigliani. Hein. J'aime beaucoup la sculpture et j'aime beaucoup l'œuvre de Modigliani et j'aime beaucoup la brutalité. Il y a quelque chose de brutal qui m'attire dans la pierre. La présence de la matière aussi. La présence de la matière, c'est sûr. Mais vivant dans le quartier de l'école des Beaux-Arts et passant chaque jour devant l'étoile, je n'ai pas trouvé assez. Tu as de la chance, hein? J'ai de la chance. J'ai pas trouvé assez de pierres pour faire des statues, mais ça se peut que si je déménage du côté de route de Taniour, je vais changer de. Je vais changer de médium. Mais, si tu veux, donc personne n'est
l'élotage d'une création spécifique, qu'il soit certain ou autre. Est-ce que tu es en train de militer pour la diversité et la liberté d'expression? Absolument. Quels que soient nos goûts et nos préférences. Qu'est-ce que tu fais? Tout à fait. Alors, merci. Quels sont tes choix? Comment tu mets en valeur, si tu veux, ces perspectives-là? Voilà. Merci beaucoup pour la question, Wissam. Oui, je pense que je milite d'une façon ou d'une autre pour une certaine, j'appelle ça une démocratisation. Une démocratisation des objets du savoir et une démocratisation de la création, dans le sens où chacun devrait pouvoir accéder à toutes les informations qu'il désire et chacun devrait avoir le droit de créer sans se faire intimider par des gens qui vont... Moi, je suis tout à fait contre les gens qui surveillent les journaux et qui relèvent les fautes d'orthographe à longueur de journée parce que je pense que c'est une façon de classer les gens socialement, comme quoi les gens qui font des fautes d'orthographe sont les gens qui n'ont pas été à l'école parce qu'ils ne sont pas assez riches. Moi, je suis pour tout le monde, je suis pour l'humanité, je suis pour la démocratisation, que tout le monde écrive, même dans un langage SMS, que tout le monde puisse s'exprimer librement sans le souci de la contrainte, qui est une façon classiste de voir le monde. Donc, que tout le monde, voilà, que tout le monde puisse s'exprimer à sa façon, puis l'erreur, comme on dit, l'erreur est humaine, puis des fois, on pense qu'on ne commet pas des erreurs, mais on en commet beaucoup plus qu'on en pense. Bravo, Hanen. Donc, c'est clair et c'est pertinent comme réponse. Donc, je peux te féliciter, même au nom donc, mes collègues de la table. Alors, ma dernière question, et puis je cède la parole, donc, cher public, si vous voulez. Donc, vos plus récents coups de cœur. Alors, pendant, si tu veux, durant la crise même, hein, bon, récemment. Mes coups de cœur dans quel domaine? J'ai pas compris la question. En art. En art. En art, en pratique artistique, donc si tu veux, les moments de création, je ne sais pas si c'était tombé donc, sur un ouvrage, sur une pratique donc d'artiste, de cinéaste, durant cette période donc, de la Covid-19. Voilà. Donc, en fait, donc des récents coups de cœur de ces derniers mois, si tu veux. Voilà. Ben, en fait, je pense spontanément. Hein. Si tu es tombé sur un article, je ne sais pas. Donc, voilà. Oui, spontanément, c'est ce qui m'a vraiment ému et réchauffé le cœur, c'est de voir les statistiques, en fait. Les statistiques qui ont été faites par le journal canadien Le Devoir. Donc ce journal-là, c'est un beau journal, c'est un journal sérieux, c'est l'équivalent du Monde. C'est quoi comme journal en fait? Le Devoir. Le Devoir. Le Devoir. D'accord, mais ça s'intéresse à quoi donc? C'est un journal polyvalent. Et il parle de tout, de politique, de culture, il y a des rubriques d'humour, de littérature, un peu de tout. Et là-dedans, j'avais lu sur les adolescents. Les réactions des adolescents face à la pandémie. Apparemment, la catégorie d'âge qui a été la plus responsable durant la pandémie, ce sont les adolescents. Et parmi les gestes qui réchauffent le cœur et qui m'ont beaucoup ému, c'est comment ils se sont présentés dans les résidences pour personnes âgées à Montréal, notamment dans mon quartier, pour créer des cartes de Noël à des personnes âgées qui sont sans famille et qui sont dans les résidences, et d'envoyer ces cartes-là qui sont faites avec beaucoup d'amour et qui représentent autant un geste artistique qu'un geste affectif et de reconnaissance envers les aînés. Et au Canada, c'est différent. La pandémie est vécue différemment et les personnes âgées sont vraiment victimes
de cela. Et dans ces centres-là pour personnes âgées, il y a quasiment une catastrophe là, humanitaire depuis plusieurs mois. Donc ce geste-là envers des personnes isolées, envers des personnes âgées qui se sont retrouvées en marge de la société, c'était un beau geste et c'est ça la création. La création, c'est aimer et émouvoir, à mon sens. Merci beaucoup, Hanen. Donc, c'est beau, c'est extraordinaire donc, comme réponse. Voilà. Donc, on ouvre le débat. Donc, voilà, je viens écouter mes collègues ainsi que nos chers étudiants. Donc, veulent bien donc, contribuer, poser leurs questions. Donc, allez-y. Bon, je prends la parole. Oui, allez-y. Voilà. Bravo, Hanen. Tu nous as fait vivre une belle histoire, un beau moment de poésie. Je trouve que même dans votre peinture, il y a le rapport poésie, peinture. Donc, j'ai vu une correspondance entre ce que vous réfléchissez, ce que vous écrivez, peut-être d'après ce que vous avez parlé. Je ne sais pas, j'ai pas lu des articles, mais d'après ce que vous avez parlé de votre style d'écriture, votre style de pensée, votre thèse de doctorat, etc. Donc, j'ai senti, même dans la peinture, il y a cette réflexion, cette poésie. J'aimerais bien vous poser quelques questions aussi. Vous m'écoutez? Oui, bien sûr, oui, merci beaucoup. Voilà. Oui, donc, bon, j'ai quelques questions que j'ai notées pendant que vous faites l'exposition de vos tableaux. Ma première question, c'est quel type d'art vous décrit le mieux? Moi, pour me décrire, je dirais philosophie, d'abord, la pensée. Ensuite, je dirais expérimental, parce que je me cherche. Puis, je dirais naïf, dans une certaine approche de la réalité. Oui, c'est justement, Mais vous êtes capable de me décrire mieux que moi. J'aimerais que... Vous êtes dans l'art naïf, c'est ça, parce qu'il y a une simplicité de forme, de couleur, mais il y a une belle expression derrière ça, bien évidemment. Voilà. Donc, quel est le sujet principal dans votre travail? Est-ce qu'il y a un sujet principal qui vous a mené à faire ces recherches picturales, ces tableaux, ou bien c'est juste des sensations, des envies, donc est-ce qu'il y a un sujet? Oui, merci pour la question. Il y a un peu des deux. Hein. Il y a les émotions, les sensations qui m'ont guidée vers des créations qui s'inscrivent dans des thématiques tout à fait différentes. Mais en même temps, il y a des points communs. Je dirais qu'il y a beaucoup l'enfance. Donc l'enfance comme peut-être... Il y a des topoi, hein, des topoi dans le sens de lieu commun où se rencontrent l'ensemble de l'œuvre et on reconnaît celui qui a réalisé. Donc c'est peut-être aussi le style, si j'ose appeler ça un style. Le style, c'est l'homme, hein, c'est connu, mais on a tous un style, mais il faut prêter attention pour pouvoir cerner ses traits. Je dirais de l'enfance d'abord. Ensuite, je dirais une certaine violence du monde. Par exemple, le corps féminin
la situation des autochtones au Canada, par exemple, les personnes de Première Nation qui sont des Amérindiens qui ont été victimes de génocide. Oui. Donc, il y a de ça. Il y a de l'engagement, parce que j'ai pensé le don d'organes, par exemple. Oui. C'est une façon militante de représenter la cause. Sinon, beaucoup la femme, c'est un univers qui est profondément féminin. Et peut-être le dernier tableau que j'ai exposé aujourd'hui, l'univers Bowie, le chanteur américain Bowie, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais lui, c'est un personnage qui se définit. J'ai beaucoup apprécié ce tableau, l'univers Bowie. Oui. Alors, oui. C'est un personnage, hein. Ce chanteur-là, c'est un personnage extrêmement intéressant. Puis c'est le croisement du féminin et du masculin, de l'indétermination de la personnalité genrée. Et je trouve que dans cette indétermination-là de la personnalité genrée, il y a un militantisme. Un militantisme dans quel sens qu'une femme devrait être fill the blank. Donc, elle ne devrait pas être. Une femme est une femme. Il n'y a pas d'impératif de ressembler à quelque chose qui est de l'ordre du préétabli, de canons sociaux, de normes, de la normativité. En fait. Ce que je haïs le plus, c'est la normativité. Qu'on impose des normes au genre, au féminin, au masculin. Un homme ne pleure pas, une femme devrait ressembler à ça et ça. Et dans ce que je peins, je pense que je fouille ces catégories-là et que je cherche un territoire qui est profondément féministe et féminin sans correspondre au canon imposé par une société qui est plutôt patriarcale et assez normative. D'accord, merci. Pour le format, généralement, format 30-40, vous peignez sur le format 30-40, c'est par peur de la surface ou bien c'est juste comme ça, c'est pour finir rapidement, pourquoi ce format? Alors, il y a d'énormes tableaux, mais je n'ai pas tout exposé. Et c'est vrai que j'ai une préférence pour le petit format. La peur, non, je ne l'ai pas eu bizarrement. Des fois, quand je veux écrire, j'ai peur d'écrire. Et des fois, je suis terrifiée par la page blanche. Et quand on écrit des thèses, on en sait quelque chose de la page blanche à remplir et des choses à dire. C'est un long voyage. C'est un long voyage qui dure beaucoup d'années. Donc moi, j'en ai fait deux de ces voyages-là. Hein, en Tunisie, puis au Canada, il a fallu beaucoup de patience. En tout cas, la page blanche peut me faire peur, mais la toile, non. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ce mode d'expression-là, comme vous le dites si bien, oui, peut-être que je cherche du résultat. Peut-être que je suis désespérée, une désespérée du langage. Peut-être que le langage m'a déçue. Peut-être que le langage n'a pas changé le monde et que j'attends une action, que j'attends voir se transformer quelque chose et que à travers cette action-là, petite à échelle individuelle que je fais de manière isolée, je m'attends à voir un changement, à le voir. À ne pas ce n'est pas un changement à lire, c'est un changement qui est à voir, qui se présente. C'est une présence qui se présente. Et là, je pense à Derrida et à la déconstruction et à comment il envisage le langage. Peut-être que c'est le même ce désespoir-là derridien du langage, de la présence qui ne se présente pas, d'une certaine différence avec A, tel que l'a défini Derrida, et qui reporte toujours ce signe linguistique-là, qui reporte toujours son sens et qui reporte toujours sa référence. Peut-être que le changement de système sémiotique, le système sémiotique de l'image,
permet une certaine immédiateté, qui permet un retour du refoulé, qui permet des vertus thérapeutiques aussi, qui permet une sorte de leurre aussi. Hein. On se leurre parce qu'on se dit il y a un monde existe et au bout de quelques heures, j'ai créé un monde. Et ce monde-là était inexistant avant et il est immanent, il est immédiat. Il transcende une certaine réalité. Et ce n'est pas toujours le cas avec le langage. D'accord. Est-ce que ça vous arrive d'effacer ce que vous avez fait après peindre un tableau? Est-ce que ça vous arrive de le repeindre ou bien de l'effacer et recommencer une autre idée? Alors, l'effacer, non, mais le couvrir, oui. D'accord. Je pense qu'on n'efface pas un tableau. On ne peut pas effacer un tableau. Même si on l'efface matériellement, même si on va gommer, on va aller gratter la toile, le tableau ne disparaît pas de l'imagination de celui qui l'a créé, de celui qui l'a vu. Le tableau est toujours là, d'une façon ou d'une autre. Mais on couvre les tableaux. Et le tableau que Wissam a utilisé pour l'affiche, c'est un tableau qui est à base de grattage. Donc, c'est effectivement un tableau qui a été couvert et je ne dirais pas ce que j'avais peint initialement. Voilà. Donc, alors, j'ai pu sentir ça. Oui, et Hanen, si vous permettez. Donc, comme vous le savez, donc on a demandé à Raphaël, donc on lui a proposé un mur et on lui a demandé donc de continuer donc une peinture d'1 mètre, donc on n'est pas, c'est anonyme, donc et lui il refusait, donc il a dit non, voilà, ce qu'il demandait c'est de lui construire un deuxième mur, donc face au mur initial, donc il faisait une distance de 40, je pense, 60 cm, et il a commencé sa propre peinture à lui. Il a dit, voilà, donc je ne touche pas, pourtant c'était de l'inachevé, donc c'était donc des morceaux donc, éparpillés, séparés de dessins et quelques surfaces donc, de peinture. Et je rejoins donc la réponse, ce que notre cher Hanen disait. Donc, on ne gomme pas un tableau, on ne l'efface pas, voilà. Mais on a découvert ça récemment, donc depuis une quinzaine d'années, je pense, par le biais d'un scanner donc, spécifique, donc en vérifiant la peinture de Raphaël. Donc, c'était dans une église à Milano, donc à Milan. Et voilà, pour dire voilà, que cet artiste, donc, à son époque, était maître, donc il a respecté, si vous voulez, donc la présence et si vous voulez, la vie de cette peinture, de ce tableau. Voilà. Donc voici le mien, et je ne touche pas, je ne gomme pas, je n'efface pas, je n'ignore pas. Et voici le mien. Voilà, donc je ferme mes parenthèses. C'est très intéressant. Voilà. Moi, ça me rappelle quelque chose qui s'est passé à Sfax quand j'étais enfant. On avait découvert une bibliothèque enterrée dans une association qui est maintenant une association de lecture et d'apprentissage du Coran sur, comment il s'appelle déjà, la ruelle en allant de Beb Diwen. Hein, en allant de Beb Diwen vers le marché du vendredi. Ça doit être à la Médina, c'est ça? À la Médina, oui, c'est à la Médina. Puis, ils ont fait des travaux dans une vieille maison, et là, un mur tombe et on découvre une énorme bibliothèque où il y avait des richesses infinies. Et en fait, on avait caché ces livres-là, lapsus révélateur. On avait caché ces livres durant la période de la colonisation, parce qu'on avait peur qu'on les brûle. Et donc, on a construit un mur
Et derrière le mur, il y avait une bibliothèque. Et derrière le mur de Wissem, il y a un tableau. Magnifique, magnifique. Voilà. Oui. Donc, des d'autres questions, Hanel. Parce que tout simplement, dans l'heure qu'elle soit écrite ou peinte, il y a une vie, parce que ça respire, parce que ne peut pas dire non, voilà, il y a tout un moment, il y a toute une poétique, si vous voulez, il y a toute une réflexion, parce que la matière, derrière la matière, il y a des idées, il y a une réflexion, parce que c'est vivant, si vous voulez, c'est dans ce sens. Donc on ne touche pas à cet être-là. Tahar Ben Jelloun, l'écrivain marocain Tahar Ben Jelloun, il disait... L'écrivain, oui. Oui, il disait une bibliothèque est une chambre d'amis. Et peut-être qu'un tableau aussi est une chambre d'amis. Peut-être qu'on y loge quelque chose qui est de l'ordre de l'amitié. Oui. Donc, juste une question, Hannes, si vous permettez. Les tableaux qu'on a vus tout à l'heure, elles sont dans la même période, oui. Le confinement? Oui, toujours. Et vous avez commencé à peindre pendant le confinement? Oui. C'est nouveau? Oui, oui. Donc, voilà. Donc, il y a une sensation... j'ai vu qu'il y a un point commun, c'est pour ça j'ai posé cette question. Il y a un point commun au niveau palette de couleurs, au niveau organisation de l'espace, au niveau la trace. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Est-ce que, bon, quel est votre œuvre, voilà, le tableau le plus favori que tu considères le mieux, là où il y a plus d'expression, là où il y a plus de travail, plus de... Quel est le tableau le favori chez toi? Je ne sais pas si j'en ai un, mais esthétiquement, je ne pense pas avoir une préférence, mais émotionnellement, c'est toujours l'univers Bowie. Le dernier tableau de l'exposition, c'est mon tableau préféré. Ah oui, moi aussi j'ai apprécié, d'ailleurs je l'ai noté, l'univers Bowie. Oui, j'ai pris note. Oui, alors, comment votre pratique a évolué au fil du temps? Alors, honnêtement, j'ai pas suivi les grandes écoles des arts. J'ai pas encore eu de maître. Je suis une admiratrice d'art, à la base. J'observe beaucoup. Mais quand je suis passée à la création, je n'ai pas été dans un certain maniérisme. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les tutoriels sur YouTube, on peut ouvrir YouTube, comment peindre une femme, comment peindre machin, comment faire des 3 dimensions. Il y a de tout, hein. Tout ce qui est technique. Bon, il faut être doué un minimum. Et en même temps, quelqu'un qui est doué un minimum et qui suit le mode de faire, hein, le mode d'emploi, c'est sûr qu'il y arrive, n'est-ce pas? Mais j'ai pas eu ce réflexe-là. Initialement, je voulais juste voir une émotion sur la toile. J'ai pas eu la préoccupation technique. Et j'ai appris une certaine technique comment dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. En pratiquant. Voilà, c'est en pratiquant que j'ai appris la pratique. Mais c'est sûr que maintenant que je me découvre cette passion et que je suis de plus en plus amatrice, j'aimerais beaucoup avoir le temps et la curiosité de pouvoir lire davantage sur la technique et sur les coulisses de la création. Bien sûr. D'accord. Quels sont vos artistes préférés? Est-ce que tu as des... Bon, vous permettez vous permettez de vous tutoyer? J'ai dit tu. C'est plus naturel. Oui, c'est plus naturel. Oui. D'accord. Oui.
Le réalisme. Pour le personnage de Dali, en fait. Hein. Et là, je ne suis pas en train de nommer des influences. Hein. Je suis en train de nommer des peintres que j'admire. Mais ça ne se retrouve pas forcément dans ce que je crée. Mais j'admire beaucoup Dali pour le personnage Dali, pour la précision Dali, pour l'audace de Dali, le peintre, l'homme, l'image médiatisée. Et la folie aussi. La folie aussi. J'adore. C'est ça. Il y a un monde de fou. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais un jour, en regardant sur une page sur Facebook, j'ai vu le commentaire d'une maman qui explique à sa fille pourquoi elle peint. Puis elle lui a dit, ma fille, je peins parce qu'il y a un dialogue. C'était très philosophique et ce n'était pas une femme forcément spécialiste ni diplômée de quoi que ce soit, mais elle a de l'intelligence, énormément d'intelligence, et là on revient vers la démocratisation du savoir et de la pensée. Donc il disait à sa fille, j'avais besoin d'un dialogue entre la raison et la folie, et c'est dans le tableau que je mets en scène ce dialogue-là. Et c'est très beau, c'est ce qu'elle a expliqué à sa fille et ce qu'elle a partagé sur la page des groupes de peintres. En tout cas, Dali pour sa folie, oui, j'adore Dali. Puis Picasso pour la complicité avec la poésie, avec Éluard. Picasso pour les formes, pour la ligne, pour la géométrie. Et Frida Kahlo, pour le féminisme, pour le corps féminin, pour le corps mutilé, pour l'handicap, pour le regard vers soi malgré la difficulté. Ce sont les trois peintres qui me viennent à l'esprit. D'accord. Présentement. Et les Tunisiens, il n'y a pas de peintre tunisien qui t'inspire Mon oncle, Khalil Aloulou. On aurait dû l'oublier quand même. Elle a dit au début, dès le début. Dis-moi la question, excuse-moi, donc, oui, je t'ai coupé, mais je voudrais savoir si la question, elle n'est pas comment faire face à la crise du coronavirus, donc, qui est le thème donc, de notre table ronde, mais plutôt quoi créer artistiquement. Tu es dans une hémorragie de production, si tu veux, donc, verbale, textuelle, mais aussi picturale. Donc, il y a une dizaine donc, de peintures. Mais quoi créer artistiquement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment réagir? Quoi produire, si tu veux? Quoi produire pour... dans quel sens? Quoi créer? Voilà, artistiquement. Quoi créer artistiquement? Artistiquement parlant. Alors, moi, je ne suis pas, comme je t'ai dit, je ne suis pas pour la littérature qui est pour la littérature et je ne suis pas pour l'art qui est pour l'art. Je suis pour une littérature action et je suis pour un art action. Et donc, quoi créer et quoi écrire? Créer l'humain, en fait. L'humain qui est en nous, la souffrance qu'on éprouve, l'extériorisation d'une, peut-être que dans, je sais pas, dans 70 ans, il y aura des petits jeunes qui verront quelque chose que j'ai laissé ou que tu as laissé ou que tes collègues auront légué à quelqu'un, puis ils diront, regarde, à cette époque-là, nos ancêtres, ils avaient ressenti la brutalité d'une telle émotion, ils avaient extériorisé un tel soutien, tellement de couleurs et tellement de joie, mais ça a été peint pendant une pandémie. Tiens, on voit beaucoup l'enfance dans ces tableaux, mais cette personne-là n'a pas forcément eu une enfance heureuse. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'humain et l'esthétique, oui, c'est important, le beau, c'est important.
Mais le beau, est-ce qu'il suffit d'être beau pour être beau ou bien il faut être beau pour être autre chose? Je pense que le beau doit servir à autre chose qu'à être beau. Peut-être que je vais me faire taper sur les doigts par les esthéticiens, mais je pense qu'en 2020, en 2021, on ne peut plus se permettre de créer juste comme un acte nombriliste, pour dire ah, c'est moi, j'existe, et c'est beau. Je pense qu'on crée pour participer à quelque chose qui est de l'ordre du collectif, et on crée pour travailler sur soi-même, et en travaillant sur soi-même, on travaille la société. Ça, c'est la façon dont je vois les choses. Oui, c'est bien dit. Oui. Merci. Vas-y, Loyenne, je t'ai coupé. Hein. Alors, j'ai une autre question. Quel est le moment le plus marquant dans votre carrière? Dans ma carrière de quoi? J'ai pas encore une carrière. Non, la carrière, votre carrière en tant que écrivaine et qui réfléchit sur pas mal de questions et par la suite, ces réflexions, on les voit dans la peinture. Je vois une influence, je ne sais pas, est-ce que vous écrivez après la peinture ou bien c'est la peinture qui vous donne envie d'écrire? Donc, cette correspondance entre la peinture et l'écriture. Donc, voilà, c'est le moment le plus marquant dans cette correspondance. Le moment le plus marquant dans cette correspondance. Alors, chronologiquement, j'ai écrit avant de peindre. Oui, quand j'ai cessé d'écrire, j'ai peint. Oui, j'ai recommencé à écrire par la suite. Et ça vous inspire la peinture, voilà, votre peinture, voilà, elle vous inspire. Voilà, et il s'est trouvé que en réalisant des tableaux, je ne pensais pas à des fragments que j'avais écrits. Mais dans l'après-coup du constat, je regarde mes tableaux et je me dis, ah, ben, par exemple, le clown triste. Oui. J'avais écrit un poème sur ce clown triste il y a 5 ans. Je l'ai mis dans mes archives, puis j'ai réalisé mon clown triste et il y a seulement une semaine, je me suis dit, mais tiens, j'ai un poème intitulé Le clown triste et là je viens de réaliser un tableau, je vais mettre l'un à côté de l'autre et voir ce que ça donne. Et ça donnait qu'il y avait quelque chose qui est de l'ordre de la transmédialité, quelque chose s'est transformé. On dirait que mon poème s'est transformé en tableau, on dirait que l'ancêtre de mon tableau est un poème. Et d'autres fois, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai, oui, on dirait. Mais vous savez qu'il y a une sorte de kinesthésie entre les sens. C'est pour ça que vous avez déjà remarqué une correspondance, parce que ce genre de kinesthésie et de synesthésie en même temps. Donc, forcément, quand vous fouillez, vous allez trouver le rapport et cette correspondance entre la poésie et la peinture. Donc, il y a pas mal d'artistes qui ont travaillé aussi sur ce rapport entre poésie et peinture. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous, comment dirais-je, je trouve pas le mot exact, vous stimuler par des questions pour rien que pour savoir, parce que dans ma thèse aussi, j'ai étudié le côté kinesthésique des sens. Donc, il y a un très beau rapport inconscient. Donc, parfois, on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire, mais par les souvenirs, par les sens,
on arrive par la suite à être beaucoup plus raisonnable et on réfléchit ce que nos sens a pu faire comme lien, pour donner quelque chose de réfléchi et de beau. Donc, voilà. C'est extrêmement intéressant, oui. Extrêmement intéressant. Tout à fait. Voilà. C'est tout à fait ça. On peut oui, c'est bien. On ne peut pas mieux dire. C'est bon. Oui. Voilà. Donc, normalement, ce sont les questions que j'ai notées. Bon, une autre question. Pourquoi? Bon, peut-être Wissem a dit pourquoi la peinture. J'ai dit pourquoi l'art? Pourquoi aller vers la peinture? Oui. Qu'est-ce qui a déclenché ça? La première sensation, la première réflexion qui a déclenché en vous cette pratique? Alors, ça ressemble un peu à un conte de fées, mais je ne sais pas si les contes de fées peuvent être tristes, mais ça ressemble un peu à un conte de fées. J'ai vu le petit tableau du petit garçon Yacine, du petit garçon autiste qui a vendu son tableau à la foire de Sfax, justement pour financer l'association des enfants autistes. Puis je voulais l'encourager, en même temps je voulais avoir ce tableau-là chez moi. Ah, c'est vous qui l'avez acheté, le tableau? Ah oui, je l'ai. Ah, c'est super. Ah oui, bien sûr. On ne peut pas rater ça, Il a de l'avenir, je dois miser un peu sur, oui. sur la jeunesse. Donc, c'est le déclencheur, voilà. Oui, c'est lui le déclencheur. Et après ce tableau-là, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, je pense que ce petit garçon, il a exprimé une émotion tellement juste et tellement pure et en même temps tellement brutale, dans la maladresse des gouttes, dans la maladresse des doigts qui est figurée sur son tableau, qui ont tenu le tableau. Et sûrement, il n'a pas fait exprès de faire ça, il a touché son tableau, ça a laissé une empreinte. Mais cette empreinte-là signifie beaucoup pour moi. Et j'ai vraiment eu une communication avec ce tableau-là. Une émotion a été là et elle a été transmise naturellement. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais, en quelque sorte, j'ai répondu. Je pense que j'ai répondu à Yacine. Que mon premier tableau a été une réponse à Yacine. Et mon premier tableau, c'est le premier tableau de l'exposition, c'est l'œil. Hein. C'est l'œil qui voit et qui est entouré. Ah, d'accord, c'est le premier. Peut-être que j'ai. C'était vous, en fait. Vous avez observé le tableau et par la suite, on voit l'œil qui observe les couleurs et le tableau. Donc, ça se voit que c'est le premier. Si on fait le lien de l'histoire, donc c'est